Le moniteur cardiaque a crié sa note sans fin. 3 docteurs ont pompé frénétiquement sur la petite poitrine. Lily Thompson gisait immobile, son corps de 6 ans drainé de couleur contre des draps blancs stériles. Dehors, l'hôpital de campagne d'Alaska, le vent hurlait comme quelque chose mourant, faisant vibrer les fenêtres gelées dans leur cadre. Claire. Dr. Harrison Blackwell a pressé les palettes vers le bas. Rien. Sarah Thompson s'est effondrée contre le mur, ses cris déchirant la pièce. Robert se tenait figé, le visage sculpté dans la pierre, regardant sa fille s'éteindre. Puis le verre a explosé vers l'intérieur. Un énorme loup blanc a traversé la fenêtre, dispersant de la glace et du sang sur le sol. La sécurité a cherché des armes, mais la créature les a entièrement ignorées. Ses yeux pâles se sont fixés sur Lily avec une intensité qui a figé tout le monde sur place. Le loup a fait un pas en avant. Le moniteur s'est aplati un cassinet. 72 heures plus tôt. T. Laissez un like et partagez vos pensées dans les commentaires avec la ville d'où vous regardez maintenant. Continuons avec l'histoire. La famille Thompson vivait dans une petite cabane en bois à la périphérie de Fairbanks, où la forêt pressait près en hiver durait 8 mois de l'année. Robert Thompson avait autrefois été un ingénieur senior chez Biogenix Pharmaceuticals, tirant 6 chiffres de respect dans chaque poignée de main. C'était avant qu'il fasse l'erreur d'avoir une conscience. Il y a 3 ans, il a découvert quelque chose dans ce centre de recherche de la compagnie qui le tenait éveillé la nuit. Des animaux souffrant de manière qui violait chaque limite éthique. Quand il l'a signalé, ils lui ont offert de l'argent pour qu'il reste silencieux. Quand il a refusé, ils l'ont détruit. Renvoi sans référence, mis sur liste noire à travers l'industrie. Menaces légales qui ont drainé leurs économies plus vite que du sang d'une blessure. Maintenant, Sarah travaillait 3 emplois juste pour garder les lumières allumées. Les matins au diner sur la route 3, les après-midi nettoyant des chambres d'hôtel, les soirs vendant des artisanats faits main en ligne pendant que Lily dormait. Robert prenait des petits boulots, déneigement, réparation d'équipements, tout ce qui payait en espèces. Il devait 97 000 $ à des avocats qui ne pouvaient pas sauver sa carrière. Mais Lily n'a jamais su qu'ils étaient pauvres. Elle savait seulement que son père avait un jour amené un loup. Robert se souvenait de cette nuit avec une clarté douloureuse. Il était retourné à l'installation après les heures de travail, incapable de faire taire sa conscience. Dans le laboratoire du sous-sol, il a trouvé des cages. La plupart étaient vides. Une ne l'était pas. Le louveteau dedans avait peut-être 3 mois, blanc comme neige fraîche, avec des yeux qui contenaient trop d'intelligence pour le confort. Il y avait quelque chose de bizarre dans la façon dont il le regardait. Quelque chose de presque humain dans son désespoir. Il l'a pris, aussi simple que ça, l'a enveloppé dans son manteau et est sorti, sachant qu'il brûlait chaque pont qu'il lui restait. Lily est tombée amoureuse de Ghost instantanément. Le loup à moitié sauvage, à moitié autre chose, s'est lié à la petite fille comme s'il la reconnaissait. Ils étaient inséparables. Ghost la suivait partout, dormait devant sa porte de chambre, a appris à être doux malgré des dents faites pour déchirer. Puis est venu l'incident au lac gelé. Lily a erré sur la glace fine pendant que Sarah étendait le linge. Le craquement a résonné à travers la vallée. Au moment où Robert a atteint le rivage, Lily était sous sa veste rose, une ombre floue sous la surface. Ghost n'a pas hésité. Le loup a traversé la glace. Le poids de Robert ne l'aurait pas supporté, a attrapé le collier de Lily dans des mâchoires puissantes, et l'a traîné vers le rivage. Robert les a tirés tous les deux, effectuant la RCR, pendant que Ghost veillait, l'eau gelant dans sa fourrure. Les premiers mots de Lily après avoir craché l'eau du lac. Ghost est mon ange gardien. 2 mois plus tard, des hommes en noir sont venus poser des questions. Robert a pris la décision la plus difficile de sa vie. Il a conduit Ghost profondément dans la nature et l'a laissé partir, regardant la forme blanche disparaître dans les arbres, se demandant s'il venait de les tuer tous. Quoi qu'il en soit, c'était il y a 2 ans.
Ils n'ont plus jamais revu Ghost jusqu'à il y a 72 heures, quand Lily a commencé à mourir. Ça a commencé avec un mal de tête. Lily s'est réveillée ce matin-là en se plaignant que sa tête lui faisait mal, pressant de petits doigts contre ses tempes. Sarah lui a donné de l'aspirine pour enfants et un verre de jus d'orange. Ne pensant à rien, les enfants avaient des maux de tête. Le temps changeait. La pression barométrique faisait des choses étranges si loin au nord. À midi, le front de Lily brûlait sous la paume de Sarah. Le thermomètre indiquait 103. Sarah a appelé Robert, qui était à 40 miles de là, en train de réparer un générateur. Il a promis de rentrer tôt. Elle a donné plus de médicaments à Lily, l'a enveloppée dans des couvertures, l'a laissé regarder des dessins animés sur leur vieille télévision. Le soir, tout a mal tourné. Lily a commencé à avoir des crises vers 6 heures. Son petit corps est devenu rigide, puis a commencé à trembler violemment. Sarah a crié Robert, qui venait de se garer dans l'allée. Il les a trouvés dans le salon. Sarah berçant leur fils convulsant. Tous les deux pleurant. Puis Lily a vomi du sang. Robert ne se souvenait pas d'avoir pris ses clés. Ne se souvenait pas d'avoir attaché Lily sur le siège arrière du camion ou de la façon dont les mains de Sarah tremblaient alors qu'elle montait à côté d'elle. L'hôpital de Fairbanks était à 40 miles sur de bonnes routes. Ce soir, avec un blizzard venant du nord, ces routes devenaient impraticables. Les essuie-glaces menaient une bataille perdue contre la neige. Robert a conduit plus vite qu'il n'aurait dû, le camion faisant des têtes à queue sur la glace noire. Tandis que derrière lui, Sarah murmurait des prières, et la respiration de Lily devenait superficielle. Le monde s'est rétréci aux lignes blanches dans les phares, et au son de sa fille luttant pour rester en vie. Ils n'ont pas atteint Fairbanks. Et 30 miles. Robert a vu des lumières à travers la tempête l'hôpital de campagne de Moose Creek. C'était une clinique glorifiée et vraiment dotée d'une poignée de professionnels de la santé desservant les communautés dispersées trop éloignées pour des installations adéquates. Mais c'était plus proche. C'était quelque chose. Robert a failli traverser les portes d'entrée. L'hôpital semblait avoir été assemblé à partir de pièces de rechange. Des murs préfabriqués, des lumières fluorescentes qui bourdonnaient et scintillaient, des sols en linoléum fissurés par le gel, 2 salles d'examen, une petite salle de chirurgie, une poignée de lits séparés par des rideaux qui ne bloquaient pas tout à fait le son ou la lumière, mais ils avaient le Dr. Harrison Blackwell. L'homme est sorti d'un bureau arrière avec le calme de quelqu'un qui avait tout vu. Fin de la cinquantaine, cheveux argentés, des yeux qui ont évalué Lily en quelques secondes. Il a posé des questions d'une voix sèche, tandis que les infirmières, il n'y en avait que 3, ont branché Lily à des moniteurs et ont commencé une ligne intraveineuse. Quels symptômes? Quand ont-ils commencé? Des allergies? Antécédents médicaux? Robert a répondu à tout. Sarah ne pouvait pas parler, ne pouvait que tenir la main de Lily pendant que les machines bipaient et que les fluides s'écoulaient dans les veines de sa fille. John Matthews, l'infirmier en chef, était plus jeune que le Dr. Black de 20 ans. Il avait des yeux gentils et des mains fermes. Le genre de personne en qui vous avez confiance en cas de crise. Robert l'a regardé travailler, vérifiant les signes vitaux de Lily, ajustant l'équipement, parlant doucement à Sarah pour qu'elle reste calme. Il y avait une autre infirmière aussi. Susan O'Connor, une femme d'une 60aine d'années qui accouchait des bébés dans la nature de l'Alaska depuis avant la naissance de Robert. Elle bougeait avec une efficacité pratique, mais Robert a vu de l'inquiétude dans le pli de sa bouche. Ils ont prélevé du sang, fait des tests. Doug Blackwell a disparu dans ce qui passait pour un laboratoire pendant que les infirmières surveillaient les signes vitaux de Lily qui diminuaient. Sa fièvre a grimpé plus haut. 104, 105. Robert a arpenté le couloir, ses bottes grinçant sur le vieux linoléum. Par une fenêtre, il a regardé la neige s'accumuler contre le bâtiment. La radio a dit que la tempête durerait 3 jours. Rien n'entrerait ni ne sortirait de Moose Creek avant qu'elle ne passe. Quand le Dr. Blackwell est revenu,
Son expression a dit à Robert tout avant que les mots ne le fassent. Nous ne pouvons pas identifier le pathogène. Le docteur a dit, ces analyses de sang montrent une inflammation massive, un stress organique, mais aucun marqueur bactérien ou viral clair. Quoi que ce soit, c'est agressif. Qu'est-ce que cela signifie? La voix de Sarah s'est brisée sur le dernier mot. Cela signifie que nous traitons les symptômes et espérons que son corps le combat. Mais j'ai besoin que vous compreniez si nous ne déterminons pas la cause dans les cas inhibiteurs. Ses chances diminuent significativement. Les mots pendaient dans l'air stérile comme des lames de bourreau. Sarah s'est tournée vers Robert, puis la peur en elle s'est transformée en rage, cherchant quelque chose à blâmer, quelqu'un à punir. C'est à cause de ce que tu as fait, parce que tu leur as volé, parce que tu nous as rendus des cibles. Sarah, non, elle a levé une main. Tu as choisi cet animal plutôt que la sécurité de notre famille. Tu as apporté quelque chose dans notre maison qui les a fait nous chasser. Et maintenant, Lily paye pour tes choix. Robert n'avait pas de défense. Il avait pensé à ce moment pendant 2 ans, répété des arguments dans sa tête, mais debout là à regarder sa fille lutter pour chaque respiration. Toutes ces justifications se sont transformées en cendres. J'ai dû le sauver, a-t-il dit doucement. Il le tuait. Tu aurais dû nous choisir. La voix de Sarah a résonné sur les murs institutionnels. Tu aurais dû choisir ta famille. John Matthews s'est interposé doucement entre eux. Monsieur Thompson, Madame Thompson, votre fille a besoin de vous deux en ce moment. Se battre ne l'aidera pas. Mais le mal était fait. Sarah s'est détournée et retournée au chevet de Lily, laissant Robert seul dans le couloir avec sa culpabilité. Il s'est affaissé contre le mur et sortit son téléphone. L'économiseur d'écran était une photo d'il y a 3 ans. Lily a 4 ans, les bras enroulés autour du cou de Ghost, tous les deux souriant à la caméra. Des temps plus heureux, des temps plus simples. Robert a pensé à ce jour au lac. Comment Ghost avait sauvé Lily sans hésitation, risquant sa propre vie pour la sienne. Comment Lily avait murmuré que Ghost était son ange gardien. Où était cet ange maintenant? Dehors, hein? Le vent hurlait comme quelque chose de vivant et de fâché. Les lumières clignotaient, au loin, à peine audibles par-dessus la tempête. Robert a cru entendre autre chose. Cela ressemblait presque au cri d'un loup. 24 heures après l'admission, le cœur de Lily s'est arrêté. L'alarme du moniteur a brisé le silence de 3 heures du matin. John Matthews a été le premier à passer la porte. Sarah juste derrière lui, tous deux trébuchant d'un demi-sommeil épuisé dans le cauchemar. Lily gisait parfaitement immobile, ses lèvres déjà devenant bleues. « Code !» a crié John et soudain le petit hôpital a explosé dans un chaos contrôlé. Monsieur Blackwell est apparu comme matérialisé, apportant lui-même le chariot d'urgence car il n'y avait personne d'autre pour le faire. Il a positionné les palettes pendant que John commençait les compressions thoraciques, 30 pompages, mesurés et fermes, sur une poitrine si petite que ses mains semblaient énormes contre elle. Les cris de Sarah ont rempli chaque coin du bâtiment. Robert l'a retenue alors qu'elle essayait d'atteindre Lily, essayait de la tirer de la mort par pure force de volonté. Susan O'Connor est passé ses bras autour de Sarah, murmurant des mots qui ne voulaient rien dire, qui n'étaient que des sons pour remplir le vide. « Claire », a dit le Dr. Blackwell. Le petit corps de Lily s'est torqué hors du lit. Le moniteur ne montrait rien. Plus de compression. Le visage de John était de pierre. Professionnel, mais des perles de sueur perlaient sur son front. 15 minutes de RCR. 20. La littérature médicale disait que les lésions cérébrales commençaient à 4 minutes sans oxygène. Ils étaient bien au-delà. Soupir. Encore, a ordonné le Dr. Blackwell. Claire. Cette fois, le moniteur a clignoté 1 fois, 2 fois, un rythme, luttant pour revenir à la vie. Lily a haleté, sa poitrine se soulevant. Le bleu s'est estompé de ses lèvres lentement, à contre-cœur, mais elle ne s'est pas réveillée. N'a pas ouvert les yeux, elle est restée là à respirer.
Chaque respiration une petite victoire contre l'obscurité qui l'attirait. Sarah s'est effondrée. Robert l'a rattrapée, l'a fait asseoir sur une chaise, sentant ses propres jambes menacées de céder. Le docteur Blackwell a vérifié les signes vitaux de Lily avec une précision méthodique, puis s'est tourné pour leur faire face. Son expression était soigneusement neutre, ce qui a, en quelque sorte, rendu tout pire. « Elle est stable pour l'instant », a-t-il dit. « Mais nous devons discuter des options. » « Options !» La voix de Robert sonnait creuse. « Il y a un traitement expérimental, un sérum que nous développons pour les conditions inflammatoires sévères. Il n'est pas approuvé pour l'usage pédiatrique, mais étant donné les circonstances, non. » John Matthews a parlé d'à côté du lit, sa voix tranchante. Ce traitement n'a pas terminé les essais. Nous ne connaissons pas les effets à long terme. Les yeux du Dr. Blackwell sont devenus froids. Nous n'avons pas le temps pour le long terme, infirmière Matthews. L'enfant est en train de mourir. Quelque chose dans l'échange a semblé faux à Robert. Un courant sous-jacent qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. Il a vu John ouvrir la bouche pour argumenter davantage, puis la fermer, la mâchoire serrée. « Quels sont les risques? » Robert a demandé. « Il y a toujours des risques avec les traitements expérimentaux, mais sans intervention, votre fille va de nouveau faire un arrêt, et la prochaine fois, nous pourrions ne pas la récupérer. » Robert a regardé Sarah, qui regardait le vide, a regardé Lily, si petite et brisée. Quel choix avait-il? « Faites-le, » a-t-il dit. Les mains de John se sont serrées en poing, mais il n'a rien dit de plus. Une heure plus tard, alors que l'aube se levait grise et sans vie dehors, Susan O'Connor a approché Robert dans le couloir. Elle portait un presse-papier avec des impressions d'informations de l'hôpital d'Anchorage. « Ils ont une unité de soins intensifs pédiatriques, » a-t-elle dit doucement. « Meilleur équipement, spécialiste. Si nous pouvions y amener Lily, à quelle distance à 200 miles par ce temps? En ambulance, peut-être 6 heures si les routes restent ouvertes. » Le cœur de Robert s'est levé pour la première fois depuis des jours. Puis Susan lui a montré le papier suivant. Le transfert coûterait 50 000 $. Leur assurance, le plan catastrophique de Basie, tout ce qu'ils pouvaient se permettre, ne couvrirait pas les transferts d'urgence. Ils auraient besoin d'argent liquide ou d'une autorisation de carte de crédit avant que l'ambulance ne parte. 50 000 $. Robert possédait un camion avec 200 000 miles et une cabane avec une hypothèque sous l'œil. Son compte bancaire contenait 800 $. Celui de Sarah contenait moins. Leur carte de crédit était au maximum à cause des frais juridiques et aucune banque ne leur prêterait d'argent après la déclaration de faillite. Il doit y avoir un moyen, Robert a dit. Mais il a entendu le désespoir dans sa propre voix. « Je suis désolé, » Susan a dit, et il a pu voir qu'elle le pensait. Il a quand même passé l'heure suivante au téléphone. A appelé de vieux amis qui n'ont pas répondu. A appelé sa sœur à Siam Howell, qui avait sa propre famille à soutenir. A appelé les usuriers qui facturaient des taux d'intérêt qui devraient être criminels. Rien de tout cela n'importait. 50 000 $ auraient aussi bien pu être 50 millions. Le météorologue à la radio de Susan a porté le coup final. La tempête s'intensifiant, les routes se fermant, l'autoroute vers Anchorage maintenant officiellement impraticable. Même s'ils avaient l'argent, il n'y avait pas d'issue. Ils étaient piégés. Robert s'est retrouvé dehors malgré le froid, debout sur le petit parking de l'hôpital, où le vent déchirait sa veste et la neige lui piquait le visage. 4 véhicules étaient à moitié enterrés dans les congères. Au-delà, rien que le vide blanc s'étendant vers un horizon gris. Il a sorti son téléphone, a regardé cette photo à nouveau. Lily et Ghost, tous deux souriants. Reniflement. Il s'est souvenu d'avoir relâché Ghost dans la nature, le regardant disparaître. S'est souvenu du regard qu'il lui avait lancé, non pas une accusation, mais une compréhension, comme si le loup savait que c'était nécessaire, comme s'il acceptait le sacrifice. Michael aurait su quoi faire. Le frère de Robert avait toujours été le fort, le décisif. Michael aurait trouvé un moyen de sauver Lily. Mais Michael était mort depuis 4 ans.
Et Robert était seul avec des choix qui n'en étaient pas vraiment. « Je suis désolé, Michael, a-t-il murmuré à la tempête. J'ai promis de la protéger. J'ai promis de la garder en sécurité. Et je suis en train d'échouer, tout comme je t'ai échoué. » Le vent a répondu par un hurlement. Cela aurait pu être un accord ou une condamnation. À l'intérieur, le Dr. Blackwell a ministré le sérum expérimental. Robert a regardé par la fenêtre le liquide clair s'écouler dans la ligne suave de Lily. John Matthews se tenait à proximité, les bras croisés, sa mâchoire serrée d'une manière qui témoignait d'un profond désaccord qu'il ne pouvait exprimer. Pourquoi ne pouvait-il pas l'exprimer? Cette question tracassait Robert. John pensait clairement que c'était mal. Mais le Dr. Blackwell détenait l'autorité ici, la licence médicale, le dernier mot. John n'était qu'une infirmière, suivant juste les ordres. Pourtant, quelque chose dérangeait Robert dans toute l'interaction. Il a pensé à Biogenics, aux choses qu'il avait vues dans ses laboratoires, à la façon dont les entreprises valorisaient les profits plus que les vies, les données plus que la souffrance, à la façon dont il était facile pour de bonnes personnes de justifier des choses terribles quand quelqu'un en autorité leur disait que c'était nécessaire. Sarah était assise près du lit de Lily, tenant la main de leur fille, priant à voix basse. Elle n'avait pas parlé à Robert depuis leur dispute. L'espace entre eux semblait être des kilomètres au lieu de pieds. 48 heures, Blackwell avait dit qu'ils étaient déjà à 24. Le temps était un prédateur tournant de plus en plus près, et Robert n'avait plus d'armes pour le combattre. Cette nuit-là, il est resté seul dans le couloir, la tête dans les mains, épuisé au-delà du sommeil. L'hôpital était silencieux, sauf le vent et le bip des moniteurs. Quelque part dans le couloir, il a entendu Sir Susan vérifier un autre patient, ses pas doux sur le vieux linoléum. Et sous le vent, si faible qu'il pensait l'imaginer, est venu un autre son, un hurlement, lointain, plaintif. Robert a levé la tête, écoutant. Il est revenu, plus proche cette fois, ou peut-être juste plus clair. Traversant le bruit de la tempête, cela sonnait comme du chagrin, comme de la détermination, comme quelque chose de sauvage refusant de rester loin. Robert s'est levé, a marché jusqu'à la fenêtre la plus proche. La neige obscurcissait tout, réduisant le monde à des nuances de blanc et de gris. Mais juste pour un instant, il a cru voir un mouvement, une forme pâle, contre les arbres plus sombres. Puis elle a disparu, si elle avait jamais été là. Derrière lui, le moniteur de Lily bipait régulièrement. Chaque bip un battement de cœur. Chaque battement de cœur un temps emprunté. L'horloge tournait. La deuxième nuit a apporté un temps pire. Le vent criait contre le bâtiment avec assez de force pour faire trembler les cadres des fenêtres. La neige tombait si épaisse qu'elle effaçait le monde au-delà de 10 pieds, transformant l'hôpital en une île flottant dans le chaos blanc. Le courant a vacillé 2 fois avant que le générateur de secours ne démarre avec un grondement qui ne s'arrêtait jamais tout à fait. Susan O'Connor faisait sa ronde de minuit quand elle l'a vu. Au début, juste un mouvement dans sa vision périphérique, une forme pâle à l'extérieur de la fenêtre au bout du couloir. Là est partie, si vite qu'elle a pensé que l'épuisement lui jouait des tours. Elle avait 65 ans et avait travaillé en double poste pendant 3 jours d'affilée. Des hallucinations ne seraient pas déraisonnables. Puis elle l'a revu, plus proche cette fois. Quelque chose de grand et de blanc se déplaçant à travers la tempête avec un but, pas la dérive aléatoire de la neige soufflée par le vent. Susan a marché jusqu'à la fenêtre, a mis ses mains contre la vitre pour bloquer la lumière intérieure. Pendant un instant, elle n'a rien vu d'autre que le blizzard. Puis la forme a émergé du blanc, un loup massif, d'un blanc pur, sauf pour des yeux sombres qui ont capté les lumières du bâtiment et les ont renvoyées avec une intensité qui lui a coupé le souffle. Le loup l'a regardé directement. Puis il s'est tourné et a disparu au coin du bâtiment. La main de Susan a attrapé la radio à sa ceinture, mais elle a hésité à le signaler. Dire quoi? Qu'elle avait vu un loup. C'était l'Alaska,
Les loups n'étaient guère rares, mais quelque chose dans la façon dont il bougeait, la façon dont il l'avait regardé, lui a envoyé de la glace dans le dos qui n'avait rien à voir avec la température. Elle a décidé de vérifier les chambres des patients juste pour être sûre. La chambre de Lily était à l'extrémité ouest du bâtiment. Susan s'est approchée doucement, ne voulant pas réveiller Sarah, qui était finalement tombée dans un sommeil agité sur la chaise à côté du lit. Mais quand Susan a regardé par la fenêtre de la porte, son sang s'est glacé. La fenêtre, la grande qui donnait sur la forêt, était partiellement ouverte, non cassée, mais forcée, comme si quelque chose avait libéré le loquet de l'extérieur. La neige s'était déjà accumulée sur le rebord, et debout à côté du lit de Lily, massif et impossible, se trouvait le loup blanc. Le cri de Susan a fait courir tout le monde. Robert a atteint la pièce en premier, franchissant la porte sans penser à sa propre sécurité. Il s'est arrêté net à ce qu'il a vu. Le loup se tenait sur ses pattes arrière, les pattes avant-posées de chaque côté de la petite forme de Lily, la tête baissée vers son visage. Pendant un moment terrible, Robert a cru qu'il l'attaquait. Puis il a entendu le son. Il a fait un gémissement bas et plaintif qui sonnait presque humain dans sa douleur. Après que Blackwell soit arrivé quelques secondes plus tard, il a compris la scène et a immédiatement aboyé des ordres. Sécurité, éloignez cet animal du patient. Le seul agent de sécurité de l'hôpital, un ancien policier d'État nommé Dave, qui s'occupait surtout des pêcheurs ivres, est apparu avec son arme de poing tiré. « Ne bougez pas, Monsieur Thompson. J'ai un tir. Attendez. » John Matthews a bousculé tout le monde, les mains levées. « Attendez, ne tirez pas. Je connais ce loup. » Tout le monde s'est tourné pour le regarder. John s'est avancé lentement dans la pièce, parlant d'une voix basse et calme. « D'où, mon grand? D'où? Je ne vais pas te faire de mal. » Il a jeté un coup d'œil au Dr. Blackwell. « C'est Ghost, le loup que Robert a pris à Biogenics il y a 3 ans. » La couleur a quitté le visage du Doc Blackwell si vite que Robert l'a remarqué même à travers son propre choc. La main du docteur a cherché le chambranle de la porte comme s'il avait besoin de soutien. Ses yeux grands ouverts et fixés sur le loup avec une expression que Robert ne pouvait pas tout à fait lire. Peur, reconnaissance, quelque chose d'autre. « C'est impossible, » a dit le docteur Blackwell, sa voix tendue. « Cet animal devrait être mort ou à des miles d'ici. » Mais il ne l'est pas. John a fait un pas de plus. Les yeux du loup le suivaient, mais il ne bougeait pas du chevet de Lily. Il est revenu. Pour elle, Robert a retrouvé sa voix. Ghost, le nom semblait étrange dans sa bouche après 2 ans. C'est vraiment toi. La tête du loup s'est tournée vers lui. Pendant un instant, l'homme et l'animal se sont regardés. Puis la queue de Ghost a bougé une seule fois. Un petit balayage qui aurait pu être une reconnaissance ou un hasard. Mais Robert a senti quelque chose se déclencher dans sa poitrine. C'était un Ghost plus âgé, plus grand, cicatrisé par 2 ans dans la nature, mais indubitablement la même créature qu'il avait relâchée dans la forêt. Ghost était revenu. Sarah s'est réveillée alors, groggy et désorientée. Ses yeux se sont posés sur le loup debout au-dessus de sa fille, et elle s'est levée brusquement avec un cri étranglé. « Éloignez-vous d'elle! » Mais Ghost n'a pas attaqué, n'a même pas grogné. Il a simplement baissé la tête et a pressé doucement son front contre la main de Lily, là où elle gisait pâle sur les draps blancs. Le geste était si tendre, si clairement protecteur que Sarah a gelé. « Il ne lui fait pas de mal, » a dit John doucement. « Regardez, il essaie d'aider. » Dave avait toujours son arme levée. « Dr. Blackwell, à vous de décider. » Le Dr. Blackwell est resté silencieux un long moment, cette étrange expression toujours sur son visage. Finalement, il a dit « Baissez votre arme, mais gardez-la prête. Tous les autres dehors. Nous devons évaluer la situation sans encombrer l'animal. » Ils se sont retirés dans le couloir, bien que Robert ait refusé d'aller loin. Par la fenêtre, il a regardé Ghost s'installer sur ses pattes arrière à côté du lit de Lily,
ne quittant jamais son visage des yeux. « Comment est-il arrivé ici? » Sarah a murmuré. « Ce sont des centaines de miles de nature sauvage. Les loups peuvent parcourir 50 mètres par jour, a dit John. S'il a commencé il y a 2 semaines, il a senti que quelque chose n'allait pas. Il a laissé sa phrase en suspens, semblant réaliser ce que cela impliquait. Les animaux ne s'en pas des choses comme ça. Le Dr. Blackwell a dit sèchement. C'est une coïncidence. La tempête l'a probablement poussé à chercher un abri et il est tombé sur l'hôpital. Mais Robert ne croyait pas que Ghost était venu directement dans la chambre de Lily. Avait ouvert le loquet de la fenêtre, quelque chose nécessitant intelligence et dextérité. Ce n'était pas un hasard, c'était intentionnel. Au cours de l'heure suivante, ils ont observé le comportement de Ghost devenir plus étrange. Le loup refusait de quitter le côté de Lily quand Susan apportait de la nourriture, de la viande crue de la petite cuisine de l'hôpital. Ghost l'ignorait. Il buvait de l'eau quand on lui en offrait, mais autrement, il gardait son attention fixée sur Lily. Le plus préoccupant était sa réaction à la ligne cave. Ghost n'arrêtait pas de la toucher avec sa patte, faisant attention de ne pas déloger l'aiguille, mais clairement agité par quelque chose. Quand le Dr. Blackwell est entré pour vérifier les signes vitaux de Lily, les lèvres du loup se sont retroussées dans un grognement silencieux, se positionnant entre le docteur et le patient. « Fascinant », a murmuré le Dr. Blackwell, mais il a gardé ses distances. Il exhibe un comportement protecteur, inhabituel pour un loup, même un qui était partiellement domestiqué. John a remarqué autre chose. Il n'arrête pas de renifler la poche de perfusion. Regardez. Toutes les quelques minutes, il lève la tête et renifle. Robert s'est rapproché de la fenêtre. John avait raison. Les narines de Ghost s'élargissaient, dirigées vers l'ours transparent suspendu à côté du lit. Et puis le loup refaisait ce bruit de gémissement. Non agressif, mais angoissé. « Qu'est-ce qu'il sent? » Robert a demandé. « Rien. » Le Dr. Blackwell a dit rapidement. « C'est du sérum physiologique et des nutriments, des fluides IV standard. » Mais Ghost n'était clairement pas d'accord. Le loup a de nouveau gratté le tube cave, plus insistamment cette fois, et a laissé échapper un grognement bas et soutenu qui a dressé les poils sur les bras de Robert. « Il essaie de nous dire quelque chose, » a dit John lentement. « Regardez-le, il ne la protège pas seulement. Il nous avertit de quelque chose. C'est un animal sauvage. » Blackwell a claqué. Il ne comprend pas le traitement médical. Pour autant que nous sachions, il pense que nous lui faisons du mal et veut que nous arrêtions. Alors pourquoi revenir du tout? Robert a pressé sa paume contre la vitre. Pourquoi voyager tout ce chemin dans un blizzard pour l'atteindre? Personne n'avait de réponse. Susan est apparue avec des couvertures et un grand panier pour chien récupéré de quelque part. S'il doit rester, il a besoin d'être au chaud et nous devrions probablement le laisser faire. Le stress pourrait aggraver l'état de Lily et forcer le loup à sortir. Elle a haussé les épaules. J'ai vu des animaux faire des choses étranges ici. Des chiens de traîneau qui hurlent pour des avalanches. Des corbeaux qui suivent des équipes de recherche jusqu'à des randonneurs perdus. Peut-être devrions-nous lui faire confiance. Blackwell avait l'air de vouloir argumenter, mais Sarah est parlé la première. Laissez-le rester. Reniflement. Si Ghost veut être ici, laissez-le rester. C'était la première fois qu'elle utilisait le nom du loup. Alors que la nuit s'épaississait, Ghost s'est installé en position à côté du lit de Lily, tête reposant sur les pattes croisées, mais les yeux toujours ouverts, toujours vigilants. La tempête faisait rage dehors. À l'intérieur, les moniteurs bipaient leur rythme régulier, et dans cette petite pièce, quelque chose d'impossible veillait sur une enfant mourante. Robert est resté à la fenêtre jusqu'à ce que ses jambes lui fassent mal, regardant Ghost regarder Lily. Les oreilles du loup pivotaient constamment, traquant chaque son. Ses narines s'élargissaient à chaque respiration, analysant des odeurs que Robert ne pouvait même pas commencer à percevoir. Que sentait Ghost? Qu'est-ce qui l'avait ramené à travers des centaines de miles de nature sauvage?
Qu'est-ce qu'il essayait si désespérément de leur dire à propos de cette poche de perfusion? Robert ait pensé à Balgenix, au laboratoire et aux expériences, aux choses qu'ils avaient faites à Ghost avant qu'ils ne le volent. Les loups avaient des sens bien au-delà des capacités humaines. Ils pouvaient sentir la pure, la maladie, les changements chimiques dans le corps. Et si Ghost sentait quelque chose d'anormal, quelque chose que les médecins avaient manqué, la pensée s'est logée dans l'esprit de Robert comme une écharde. Il a croisé le regard de John à travers la fenêtre et a vu la même considération se former là. Quelque chose n'allait pas, et Ghost savait ce que c'était. John Matthews ne pouvait pas dormir. Pas avec le comportement de Ghost qui lui rongeait l'esprit. Pas avec la façon dont le visage du Dr. Blackwell était devenu blanc quand il avait vu le loup. Pas avec le schéma qu'il commençait à voir dans la condition déclinante de Lily. Un schéma qui ne correspondait pas tout à fait à la progression naturelle de la maladie. À 4 heures du matin, l'hôpital étant aussi silencieux que jamais, John a pris une décision qui pourrait lui coûter sa carrière. Il est allé au bureau du Dr. Blackwell. La porte était verrouillée, mais John avait des passe-partout. Techniquement, ils étaient réservés aux urgences. Techniquement, il était censé avoir une autorisation. Mais quelque chose que Ghost avait senti dans cette poche de perfusion le hantait, et John faisait plus confiance à l'instinct animal qu'au protocole bureaucratique. Le bureau était impeccable au point d'être obsessionnel. Dossiers alphabétisés, fournitures organisées par taille et type. Une photographie sur le bureau montrait un Blackwell plus jeune avec une petite fille, peut-être 8 ans, tous deux souriant à la caméra. La fille avait les yeux du Dr. Blackwell. John s'est dirigé vers le classeur, dossier de patients, commandes de fournitures, dossiers du personnel. Il n'était pas sûr de ce qu'il cherchait jusqu'à ce qu'il trouve le dossier de Lily et a vu les divergences. Quelqu'un avait modifié le registre des médicaments. Les entrées originales étaient toujours visibles sous les corrections, de faibles empreintes où un stylo avait appuyé assez fort pour laisser des marques sur les pages suivantes. Le numéro de l'hôte du liquide IV avait été changé. Changé, pas corrigé. Comme si quelqu'un voulait cacher quel lot avait réellement été utilisé, John a photographié la page avec son téléphone, puis a fouillé plus profondément dans le placard des fournitures, a trouvé les sacs IV, a vérifié les numéros de série. La plupart correspondaient aux fournisseurs habituels de l'hôpital, mais 3 sacs, y compris celui actuellement suspendu dans la chambre de Lily, portaient des marques différentes. Le numéro de lot remontait à Biogenix Pharmaceuticals. Biogenix, la compagnie pour laquelle Robert avait travaillé, la compagnie qu'il avait détruite pour avoir exposé leurs pratiques. Les mains de John tremblaient alors qu'il affichait le numéro de lot sur son téléphone. Les résultats de la recherche lui ont glacé le sang. Le lot avait été rappelé il y a 6 mois, contaminé par des conservateurs qui causaient de graves réactions allergiques chez un petit pourcentage de patients. 3 décès signalés avant le rappel, tous des enfants de moins de 10 ans. La porte du bureau s'est ouverte derrière lui. Le Dr. Blackwell se tenait dans l'embrasure, entièrement habillé malgré l'heure. Son expression était calme, presque résignée. Je me demandais quand vous le découvririez. John a levé son téléphone, l'avis de rappel brillant sur l'écran. Vous êtes en train de la tuer. Vous utilisez délibérément des fluides contaminés sur une fillette de 6 ans. Je la sauve, a corrigé Blackwell, entrant et fermant la porte. Asseyez-vous, John. Laissez-moi vous expliquer quelque chose sur la médecine que vous ne comprenez clairement pas. Il n'y a rien à comprendre. C'est un meurtre. C'est de la recherche. Blackwell s'est dirigé vers son bureau, a ramassé la photographie. Ma fille Emily est morte il y a 5 ans. Les mêmes symptômes que Lily. La même inflammation mystérieuse. La même défaillance organique. 22 médecins n'ont pas pu la sauver. 22 des meilleurs médecins du pays. Et j'ai regardé ma petite fille mourir pendant 6 jours d'enfer. La colère de John a légèrement faibli, mais il a gardé son téléphone prêt. Je suis désolé pour votre fille, mais cela ne justifie pas. J'ai découvert plus tard ce qui l'a tué, a continué Blackwell, sa voix étrangement calme. Une réaction aux conservateurs courants. Méthylparabène. Pour être précis,
Un enfant sur 50 000 a une sensibilité fatale à cela. Emily était 7-1. Et parce que personne n'a pensé à le tester parce que c'est si rare que cela ne fait pas partie des protocoles standards, elle est morte. Alors, vous savez ce qui ne va pas avec Lily? John a dit lentement. Vous savez que le liquide AV l'empoisonne et vous l'utilisez quand même. Je l'utilise pour tester le traitement. Le Dr. Blackwell a dit, j'ai passé 5 ans à développer un contre-agent, un composé qui neutralise la réaction qui pourrait sauver ces un enfant sur 50 000. Mais je ne peux pas obtenir d'approbation pour les essais. Aucune compagnie pharmaceutique ne voudra s'en approcher. La population de patients est trop petite. La marge bénéficiaire trop étroite. Alors je dois prouver que cela fonctionne. L'horreur de la compréhension est envahi John comme de l'eau glacée. Vous induisez la réaction. Vous empoisonnez délibérément Lily pour pouvoir tester votre remède. Je lui donne une chance. Le Dr. Blackwell a insisté. Sans traitement, elle mourra de toute façon, mais si mon composé fonctionne, elle n'aura pas la réaction. La voix de John s'est élevée. Vous fabriquez une maladie qui n'existe pas chez elle juste pour pouvoir jouer le héros. Le calme de Blackwell, enfin, s'est brisé. J'essaie de m'assurer qu'aucun autre père n'ait à regarder son enfant mourir. Ne comprenez-vous pas si cela fonctionne? Si je peux prouver que le traitement est efficace, je peux sauver des milliers d'enfants en tuant celui-ci, en utilisant celui-ci pour valider la recherche qui en sauvera d'innombrables autres. C'est l'éthique médicale de base. Les besoins du plus grand nombre l'emportent. Ce n'est pas de l'éthique, c'est un meurtre déguisé en blouse blanche. John s'est dirigé vers la porte. J'appelle le conseil médical d'État. J'appelle la police. Vous avez fini. Blackwell a ouvert un tiroir de bureau. Pendant un instant à couper le souffle, John a cru qu'il allait tirer une arme. Au lieu de cela, le docteur a sorti un épais dossier manille et l'a claqué sur le bureau. Avant de faire cela, regardez ceci. Votre dossier d'emploi de Biogenix. Les expériences auxquelles vous avez assisté. Hoot. Les animaux que vous avez aidés à maîtriser lors de procédures que vous saviez contraires à l'éthique. Vous pensez que vous êtes innocent. John, vous pensez que vos mains sont propres. Le ventre de John s'est serré. C'était différent. Je ne savais pas que vous saviez assez. Mais vous étiez là quand ils ont testé des composés sur des chiens. Quand ils ont provoqué des crises chez des chats pour étudier des réponses neurologiques. Vous les avez tenus. John, vous en faisiez partie. Et si je suis arrêté pour ça, je vous emmène avec moi. Chaque procureur de l'État entendra parler de Biogenix Pharmaceuticals et de l'infirmier qui a aidé à torturer des animaux pour le profit. La menace planait entre eux comme une lame. John savait que c'était efficace parce que c'était vrai. Il avait travaillé chez Biogenix pendant 8 mois avant que sa conscience ne le rattrape. 8 mois de participation à des choses qui lui donnaient encore des cauchemars. Il avait démissionné, déménagé au milieu de nulle part, essayé de faire amende honorable en aidant des gens dans des communautés mal desservies. Mais le passé ne restait pas enterré. Jamais. Vous ne pouvez pas m'utiliser pour couvrir ça, a dit John. Mais sa voix manquait de conviction. Je ne couvre rien. J'essaie de mener à bien une recherche essentielle. Quand cela fonctionnera, quand l'élite survivra grâce à mon traitement, la communauté médicale comprendra. Ils verront la nécessité, mais seulement si nous avons le temps. Le Dr. Blackwell s'est penché en avant. Elle a besoin de 6 heures de plus. 6 heures pour que le composé neutralise complètement la réaction. Alors j'aurai mes données et Lily se rétablira et tout le monde gagnera. Et si elle ne se rétablit pas, alors j'ai mal calculé. Mais elle mourrait de toute façon, John. Au moins de cette façon. Oh, sa mort signifiera quelque chose. John a regardé l'homme de l'autre côté du bureau et a vu quelque chose qu'il reconnaissait de son propre miroir. Quelqu'un qui s'était convaincu que la fin justifiait les moyens. Quelqu'un qui avait franchi des lignes si progressivement qu'il avait cessé de remarquer qu'elles étaient là. Dans la chambre de Lily, Ghost a commencé à hurler. Le son était primal, urgent, traversant les murs et la distance. Cela ne sonnait plus comme de la protection.
Cela sonnait comme un avertissement. John a pris sa décision. Il s'est jeté sur la porte, mais le Dr. Blackwell a été plus rapide. La main de l'homme plus âgé a attrapé le bras de Johnson avec une force surprenante. Ne me force pas à te détruire, John. Nous savons tous les deux que je ne peux pas. Nous savons tous les deux ce que tu as fait. Aide-moi à terminer cela ou je ferai en sorte que tout le monde sache quel genre d'homme tu es vraiment. Les hurlements de Ghost s'intensifièrent dans le couloir. Quelqu'un cria. Une alarme commença à hurler. Lily faisait de nouveau un arrêt cardiaque. John se dégagea de la prise du Dr. Blackwell et courut derrière lui. Il entendit le docteur crier, mais les mots furent perdus sous le hurlement des alarmes et les hurlements de Ghost et le tonnerre de son propre pouls dans ses oreilles. La chambre de Lily était le chaos. Sarah se tenait figée près du lit, les mains pressées sur sa bouche, les yeux écarquillés d'horreur. Robert effectuait déjà des compressions thoraciques, comptant à voix basse, le visage masqué par une détermination désespérée. Susan manipulait le chariot de réanimation avec une efficacité rodée, mais ses mains tremblaient. Le moniteur affichait une ligne plate. Ghost se tenait maintenant sur le lit lui-même, les 4 pattes plantées autour du petit corps de Lily, la tête rejetée en arrière dans ce hurlement terrible qui sonnait comme une douleur audible. Les dents du loup étaient découvertes, non pas dans l'agression, mais dans une expression primale d'angoisse qui transcendait les espèces. John bouscula Robert. Arrête les compressions. Tu es fou? Robert ne rompit pas le rythme. Elle ne respire pas. L'IV, c'est Liv qui la tue. John attrapa la ligne, la remonta jusqu'à la poche suspendue près du lit. C'est contaminé. Blackwell utilise des fluides contaminés. D. Blackwell apparut dans l'embrasure de la porte. Son visage était rouge. L'infirmière Matthews est confuse. Le stress de la situation. Menteur. John se retourna vers lui. J'ai vu les numéros de l'eau. J'ai vu les avis de rappel. Ce lot a tué 3 enfants avant d'être retiré de la circulation. Les genoux de Sarah ont flanché. Elle serait tombée si Susan ne l'avait pas rattrapée. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites à propos de ma fille? Il l'empoisonne, a dit John, sa voix brisée, délibérément pour tester un traitement expérimental. Les mots pendaient dans l'air comme une condamnation à mort. Robert a arrêté les compressions, s'est levé lentement, s'est tourné pour faire face à Blackwell avec une expression qui a même fait reculer John. Vous avez tué ma fille tout ce temps. J'ai essayé de la sauver. Le calme de Blackwell s'est finalement complètement brisé. Elle serait morte de toute façon, au moins de cette façon. Sa mort aurait signifié quelque chose, aurait validé une recherche qui pourrait sauver des milliers. Il n'a jamais fini la phrase. Robert a traversé la distance entre eux en 2 enjambées et a enfoncé son poing dans le visage du Dr. Blackwell avec assez de force pour faire tomber l'homme plus âgé. Robert, non. Susan a essayé d'intervenir, mais Robert n'entendait plus. Vous avez fait ça? Les mains de Robert ont trouvé la gorge du Dr. Blackwell. Vous m'avez regardé dans les yeux et m'avez dit que vous la sauveriez. Et tout ce temps, vous la tuiez. John a tiré Robert à peine. Nous devons nous concentrer sur Lily. Se battre ne l'aidera pas maintenant. Sarah a retrouvé sa voix rauque et terrible. Enlevez ce poison d'elle. Enlevez-le tout de suite. John a bougé pour déconnecter la voie intraveineuse. Mais le Dr. Blackwell s'est relevé avec difficulté, le sang coulant de son nez. Non, ne faites pas ça. Vous ruinerez tout. J'ai besoin de 2 heures de plus. Juste 2 heures de plus pour mesurer l'efficacité du composé. Elle sera morte dans 2 heures de plus, écriait John. Le Dr. Blackwell s'est jeté sur la ligne coiffe. Je ne peux pas vous laisser arrêter ça. Je ne peux pas laisser la mort d'Emily être vaine. C'est alors que John a compris la dernière horrible vérité. Emily, a-t-il dit lentement, votre fille, elle n'est pas morte de la maladie, n'est-ce pas? Vous avez testé sur elle aussi. Le regard sur le visage du Dr. Blackwell était une réponse suffisante. Oh mon Dieu, a murmuré Susan. Harrison, qu'avez-vous fait? J'ai essayé de la sauver.
La voix du Dr. Blackwell s'est brisée. J'avais le composé. Je pensais avoir le bon dosage, mais elle était si petite. Et la réaction était trop rapide. Et il s'est arrêté, a semblé réaliser ce qu'il avait avoué. Je n'ai pas pu sauver Emily, mais je peux en sauver d'autres. Ne voyez-vous pas? Cette recherche, et c'est la seule chose qui donne un sens à sa mort. Robert a recommencé à marcher vers lui, mais Ghost a bougé le premier. Le loup s'est jeté du lit avec un grognement de pure fureur. Ses mâchoires se sont refermées autour du tube, ses dents ciselant le plastique, et le fluide contaminé a commencé à se répandre sur le sol. Le Dr. Blackwell a attrapé la ligne, essayant de la reconnecter, et l'attention de Ghost s'est déplacée vers lui. Reculé, Blackwell a tâtonné dans sa poche de manteau, a produit un petit revolver, le genre que les médecins portaient parfois dans l'Alaska lointain pour la protection contre les ours. Éloignez cet animal. Ne faites pas ça. John a levé les mains. Harrison, posez-le. Le pistolet a tiré. Le son était assourdissant dans la petite pièce. Ghost a gémi un son si humain dans sa douleur que Sarah a crié et trébuché. Du sang a éclaboussé l'épaule blanche du loup. Mais Ghost n'a pas reculé. Au lieu de cela, il a de nouveau bondi, de puissantes mâchoires se serrant sur le poignet du Dr. Blackwell. Le docteur a hurlé, le pistolet a cliqueté sur le sol, Ghost a secoué violemment la tête, comme les loups tuent leur proie, et le Dr. Blackwell est tombé lourdement, le loup sur lui. Robert a attrapé le pistolet, l'a jeté à travers la pièce. John s'est jeté entre Ghost et le Dr. Blackwell avant que le loup ne puisse faire plus de dégâts. Ghost, arrête! C'est fini. C'est fait. Le loup a relâché sa prise, du sang gouttait de son museau, que ce soit celui du Dr. Blackwell ou le sien. John ne pouvait pas dire. Ghost a vacillé, la blessure par balle à l'épaule saignant du rouge sur la fourrure blanche, puis s'est effondré à côté du lit de Lily avec un son qui était presque un soupir. Dave, l'agent de sécurité, est finalement apparu, arme tirée, radio crépitante. J'ai entendu des coups de feu. Qu'est-ce que diable s'est passé? Appelez la police d'État, a dit John, sa voix étrangement calme. Le Dr. Blackwell vient d'avouer un meurtre et une tentative de meurtre. Enregistrez tout ce qu'il dit à partir de maintenant. Sarah a ignoré tout cela. Elle s'est agenouillée à côté de Ghost, ses mains planant au-dessus de l'animal blessé. Il l'a sauvé. Il a fait tout ce chemin et il l'a sauvé. John a travaillé rapidement, déconnectant entièrement la voie intraveineuse contaminée, la remplaçant par du sérum physiologique propre d'un sac scellé qu'il a récupéré lui-même dans le stockage verrouillé. Ses mains étaient stables maintenant, son objectif clair. Quoi qu'il arrive ensuite, quelles que soient les conséquences de son propre passé chez Biogenics, au moins il avait fait la bonne chose quand cela importait. Le Dr. Blackwell était assis sur le sol, berçant son poignet mutilé, pleurant. « J'aurais pu les sauver. Si vous m'aviez juste donné 2 heures de plus, j'aurais pu prouver que si ça marchait. Vous ne vouliez sauver personne, a dit Robert, sa voix froide comme la tempête dehors. Vous vouliez justifier le meurtre de votre propre fille. » Susan a vérifié les signes vitaux de Lily. Son rythme cardiaque se stabilisait. Sa tension artérielle augmentait, quoi que ce soit qui était dans cette IV sortant de son système. Elle a regardé John avec une sorte d'admiration. Vous lui avez sauvé la vie. Ghost lui a sauvé la vie. John a corrigé, jetant un coup d'œil au loup. Ghost gisait sur le flanc, la respiration superficielle et rapide, les yeux sombres fixés sur Lily avec une intensité qui n'avait pas diminué malgré la douleur qu'il devait ressentir. J'ai juste écouté ce qu'il essayait de nous dire. Le liquide IV propre s'écoulait régulièrement. Les moniteurs bipaient leur champ mécanique et lentement, si lentement, cela semblait de l'imagination. Au début, la couleur a commencé à revenir aux joues de Lily. Robert s'est effondré sur la chaise que Sarah avait quittée, a mis son visage dans ses mains, et pour la première fois en 3 jours s'est permis de croire que sa fille pourrait survivre. Mais Ghost saignait. La blessure à son épaule était profonde.
la balle toujours logée quelque part dans le muscle et les tissus. Le loup qui avait parcouru des centaines de miles à travers la nature sauvage, qui avait pénétré dans un hôpital, qui s'était battu pour protéger une petite fille qui l'avait un jour appelée son ange gardien. Ce loup mourait sur le sol, tandis que l'enfant sauvé s'accrochait à la vie à quelques mètres de là. Sarah l'a vu aussi. Nous devons l'aider, John. S'il vous plaît, nous ne pouvons pas le laisser mourir. Pas après tout ce qui s'est passé. John a regardé le loup, la petite fille, le désordre de sang et de confiance brisée qu'était devenue cette pièce. Je ferai ce que je peux, a-t-il dit, mais je suis infirmier, pas vétérinaire. Et cette blessure, il n'a pas terminé. N'avait pas besoin de le faire. Ils comprenaient tous ce qu'il ne disait pas. Ghost avait sauvé Lily, mais il n'y avait peut-être personne qui pouvait sauver Ghost. John a travaillé sur Ghost avec des fournitures destinées aux humains. Ses mains bougeant avec une précision née de années de médecine d'urgence. La balle avait traversé le muscle de l'épaule sans toucher l'os, chanceux. Si un tel mot pouvait s'appliquer à une blessure par balle. Il a nettoyé, suturé, bandé, pendant que Ghost restait parfaitement immobile, comme s'il comprenait que la résistance ne ferait qu'aggraver les choses. Sarah tenait la main de Lily d'un côté de la pièce, Robert arpentait de l'autre. Dave avait le docteur Blackwell menotté à un brancard dans le couloir. Le poignet du docteur enveloppé dans un pansement temporaire, ses yeux vides de choc. La police d'État était à 20 minutes, retardée par la tempête, mais arrivait. Il y a quelque chose dans l'oreille de Ghost, a dit Susan soudainement. Elle avait examiné le loup, vérifiant d'autres blessures quand elle l'a remarqué. Ressemble à une étiquette, le genre qu'ils utilisent pour l'identification du bétail. John s'est rapproché, orientant sa lampe de poche. Incrustée dans le cartilage de l'oreille gauche de Ghost se trouvait en effet une petite étiquette métallique, vieille et patinée. Mais ce n'était pas une étiquette animale standard. Les chiffres étaient faux. Cela ressemblait plus à c'est une puce de stockage de données, a dit Robert, la reconnaissance inondant sa voix. Nous les utilisons chez Biogenics pour les animaux de recherche. Chaque puce contenait l'historique médical complet du sujet codé numériquement. Pouvons-nous la lire? Sarah a demandé. Robert a hoché la tête lentement. J'ai un lecteur à la maison de mon époque à la compagnie. Je l'ai gardé quand je suis parti. Il a jeté un coup d'œil à Ghost, la compréhension se faisant jour. Michael a mis ça sur Ghost. Mon frère savait que je serais capable d'accéder à toutes les informations qu'il avait stockées. Votre frère? Susan a eu l'air confuse. Michael Thompson. Celui qui est mort il y a 4 ans. Robert a terminé. Le père biologique de Lily. Le silence qui a suivi était lourd de questions inexprimées. Finalement, Sarah a parlé, sa voix à peine un murmure. Robert, je pense qu'il est temps qu'il sache la vérité. Tout. Robert a fermé les yeux. Quand il les a ouverts, il semblait plus âgé. Michael n'était pas mon frère. Il était mon meilleur ami d'enfance, bénéfiquement. Nous avons grandi ensemble, avons rejoint Biogenics ensemble. C'était le brillant, j'étais juste là pour le voyage. Il a fait une pause, se reprenant. Et Sarah n'est pas ma femme. Elle est la sœur cadette de Michael. L'expression de Susan est passée à quelque chose comme de la compréhension. Les alliances sont celles de Michael et Sarah du mariage de leurs parents. Sarah a dit doucement. Nous les avons portés pour que l'adoption semble plus légitime. Un couple marié a plus de facilité à adopter qu'une femme célibataire. À peine sortie de l'université et un ami célibataire de son frère décédé. Mais pourquoi la tromperie? A demandé John. À cause de la façon dont Michael est mort, a dit Robert, et à cause de ce qu'il savait. Il s'est dirigé vers la fenêtre, regardant la tempête. Quand il a reparlé, sa voix était lointaine, comme s'il regardait des événements d'il y a des années se dérouler dans la neige. Michael a découvert ce que Biogenics faisait. Les expériences illégales, les données de sécurité falsifiées, les produits contaminés qu'ils distribuaient sciemment parce que les rappels auraient nui à leur cours de bourse. Il a tout documenté
Et quand il a essayé de le signaler, ils l'ont tué. L'histoire officielle était un accident de voiture, a ajouté Sarah. Véhicule seul, route verglacée. Ils ont dit qu'il avait perdu le contrôle. Mais Michael était le meilleur conducteur hivernal que je connaissais. Il avait vécu en Alaska toute sa vie. Nous ne pouvions pas prouver le meurtre, monsieur, a continué Robert. Mais nous savions. Et nous savions que s'ils avaient tué Michael, ils n'hésiteraient pas à éliminer quiconque lui était lié. Sarah avait 19 ans, avec une nièce de 6 mois. J'étais l'ami le plus proche de Michael. Nous étions tous deux des cibles. Alors vous avez simulé un mariage, a dit Susan. Créer une nouvelle identité en tant qu'unité familiale et cachée à la vue de tous. Sarah a confirmé. Biogenex pensait que Michael était un loup solitaire. Pas de famille, pas de lien important. Ils ne savaient pas pour moi. J'ai un nom de famille différent. J'habitais dans un état différent. Quand Lily est née, ils ne savaient pas pour son amitié avec Robert. Nous sommes devenus les Thompson et nous avons disparu dans la nature de l'Alaska. John a regardé Ghost, la compréhension commençant à se former. Mais Michael vous a laissé plus que des documents. Il vous a laissé Ghost. 3 mois avant sa mort, Michael a ramené Ghost à la maison. Robert a dit, il m'a dit que c'était un sauvetage d'une installation d'élevage. Je l'ai cru, mais maintenant. Il a fait un geste vers la puce dans l'oreille de Ghost. Je pense que Michael savait qu'il était en danger. Je pense qu'il s'est préparé à la possibilité qu'il ne survive pas pour protéger Lily lui-même. Nous devons lire cette puce, a dit Sarah d'urgence. Si Michael a laissé des informations sur ce qui l'a tué, sur ce que Biogenex faisait, cela pourrait être la preuve dont nous avons besoin. Robert a sorti son téléphone. Le lecteur est à la maison, mais j'ai le logiciel sur mon téléphone si Susan peut extraire la puce. Susan avait travaillé comme assistante vétérinaire avant de devenir infirmière. Ses mains étaient fermes alors qu'elle retirait délicatement la petite étiquette métallique de l'oreille de Ghost. Le loup gémit mais ne bougea pas, les yeux sombres fixés sur Lily comme si rien d'autre n'importait. Robert a connecté la puce à son téléphone en utilisant un adaptateur de son porte-clés. L'écran a clignoté, chargeant, puis un fichier vidéo est apparu daté d'il y a 4 ans et 2 mois. Le visage de Michael Thompson a rempli l'écran. Il était plus mince que Robert ne s'en souvenait, avec des cernes sous les yeux qui témoignaient de nuits blanches et d'un stress écrasant, mais son expression était calme, presque paisible, comme s'il avait déjà accepté ce qui allait arriver. Robert, la voix enregistrée de Michael a dit « Si tu vois ça, je suis déjà parti. Et si Ghost a trouvé, ça veut dire que Lily est en danger. De la même chose qui m'a tué. » Sarah a étouffé un son. Robert lui a serré la main. A laissé la vidéo jouer. « M'ont empoisonné, a continué Michael. Le Dr. Harrison Blackwell spécifiquement. Je l'ai confronté à propos des conservateurs HR contaminés qu'ils utilisaient toujours dans des essais cliniques malgré qu'ils connaissent les réactions allergiques. Il m'a offert de l'argent pour que je me taise. Quand j'ai refusé, il m'a invité à son bureau pour discuter des options. J'ai été assez stupide pour accepter. Il a mis quelque chose dans mon café. J'ai commencé à me sentir mal dans l'heure. Au moment où je suis arrivé à l'hôpital, mes organes s'arrêtaient. À l'écran, Michael a fait une pause, a pris une inspiration tremblante. Ils appelleront ça un accident, une condition non diagnostiquée, mais c'était un meurtre. Et Harrison Blackwell a donné l'ordre parce que j'ai menacé d'exposer la relation de Biogenex avec lui. Il a été leur homme de l'intérieur pendant des années, utilisant sa position pour mener des essais non autorisés, falsifiant des données, tout cela pour des subventions de recherche et des bonus. « Oh mon Dieu », murmura Susan. « Il fait ça depuis des années. » L'image de Michael a continué. « Mais voici ce que Harrison ne sait pas. J'ai le profil génétique de Lily. Elle a hérité de la même sensibilité aux conservateurs que moi. C'est rare, peu documenté, mais c'est là dans notre lignée familiale. S'il lui arrive quelque chose qui la rende malade, si elle a besoin de soins hospitaliers, ce conservateur pourrait la tuer tout comme il me tue. »
Sarah pleurait ouvertement maintenant. Il savait. Michael savait qu'elle serait vulnérable. C'est pourquoi j'ai entraîné Ghost. Michael a dit dans la vidéo, ce loup a tous les sens d'usine 50 fois plus aigus que les humains. J'ai quand même passé 3 mois à lui apprendre à reconnaître l'odeur du méthylparabène, le conservateur qui m'empoisonne. Ghost connaît cette odeur, et Ghost sait protéger Lily de cela. L'angle de la caméra a changé alors que Michael se déplaçait derrière lui, visible dans ce qui ressemblait à un bureau à domicile. Ghost gisait enroulé autour d'un berceau. Le berceau de Lily, j'ai tout documenté. Les communications d'Harrison avec Biogenics, les rapports de sécurité falsifiés, la piste des lots contaminés. Tout est sur cette puce cryptée. Le mot de passe et la date de naissance de Lily l'est à l'envers. Utilisez-le, Robert. Détruisez-les. Ne laissez pas Harrison blesser quelqu'un d'autre comme il m'a blessé. L'expression de Michael s'est adoucie. Prendre soin de mes filles. Sarah est plus forte qu'elle n'en a l'air, mais elle aura besoin de toi. Et Lily, sa voix s'est brisée. Dis à Lily que son père l'aimait plus que tout au monde. Dis-lui que je suis désolé de ne pas être là pour la voir grandir. Dis-lui que Ghost la protégera toujours parce que je lui ai appris. Parce que même après ma mort, mon amour pour elle demeure. L'écran est devenu noir. La pièce était silencieuse, sauf les sanglots discrets de Sarah et le bip régulier du moniteur de Lily. Robert a regardé son téléphone, les larmes coulant sur son visage. Il savait que Michael savait qu'il était en train de mourir, et il a passé ses derniers jours à entraîner un loup pour protéger sa fille de l'homme qui l'avait tuée. Et Ghost s'est souvenu, a dit John doucement, regardant le loup avec un nouveau respect. Pendant 4 ans dans la nature, il s'est souvenu. Et quand Lily est tombée malade, d'une manière ou d'une autre, il a su. Il est revenu. Susan a vérifié les fichiers sur la puce. Il y a ici des preuves pour enfermer Blackwell à vie, plusieurs chefs de fraude, recherches falsifiées. Et maintenant, nous pouvons prouver que la mort de Michael était un meurtre. Biogenics sera fini. Sarah s'est agenouillée à côté de Ghost, ses mains douces sur la tête du loup. Tu as tenu ta promesse. Tu l'as protégé, tout comme Michael t'a appris. La queue de Ghost a bougé faiblement contre le sol. Sur le lit, Lily a bougé, ses paupières ont frémi. Sarah était à ses côtés instantanément. Robert juste derrière elle, tous deux retenant leur souffle alors que les yeux de Lily s'ouvraient pour la première fois en 3 jours. Maman. La voix de Lily était à peine un murmure. Pourquoi pleures-tu? Sarah a ri et sangloté en même temps. Parce que je suis heureuse, bébé. Si heureuse. Le regard de Lily a erré dans la pièce, confuse mais se concentrant. Puis elle a vu un fantôme. Gisant sur le sol à côté de son lit, bandé et ensanglanté, mais vivant. Son visage s'est illuminé de reconnaissance et de joie. Ghost. Elle a respiré. Tu es revenu. Tu reviens toujours. La queue du loup a cogné plus fort contre le sol. Ses yeux ne la quittaient jamais. Il a parcouru des centaines de miles pour te trouver, a dit Robert, sa voix épaisse. À travers la neige et le froid, à travers un territoire qui aurait dû le tuer parce que quelqu'un qui t'aimait beaucoup lui a appris à te protéger quoi qu'il arrive. Mon papa, a dit Lily simplement, comme si c'était évident. Papa l'a envoyé pour veiller sur moi. J'en rêve parfois. Papa disant à Ghost d'être courageux. Sarah et Robert ont échangé des regards. Ils n'avaient jamais parlé à Lily de Michael. Elle était trop jeune pour se souvenir de lui. Mais d'une manière ou d'une autre, à la manière mystérieuse des enfants, elle savait. Dehors, les sirènes ont finalement percé le hurlement de la tempête. La police d'État arrivait pour arrêter Harrison Blackwell et commencer le processus de justice que Michael était mort en essayant d'obtenir. Mais dans la chambre de Lily, rien de tout cela n'importait. Ce qui importait, c'était qu'une petite fille était vivante, qu'un loup avait rempli son devoir sacré, et que l'amour sous toutes ses formes s'était avéré plus fort que la mort elle-même. La police d'État a emmené Harrison Blackwell menotté, ses aveux enregistrés, les preuves de Michael en sécurité.
La tempête continuait de faire rage dehors, mais à l'intérieur du petit hôpital. Quelque chose de fragile et précieux avait été sauvé. Le rétablissement de Ghost est devenu l'unique objectif du personnel. John a converti un débarras en un espace de récupération improvisé, apportant des couvertures et une lampe chauffante. Le loup était trop faible pour bouger, la perte de sang et le choc faisant des ravages. Mais Ghost s'est battu avec la même détermination qui l'avait mené à travers des centaines de kilomètres de nature sauvage. Sarah refusait de quitter Lily ou Ghost. Elle a installé son camp entre les deux chambres, dormant par intermittence, se réveillant à chaque bruit. Robert lui apportait de la nourriture qu'elle ne mangeait pas, du café qu'elle ne buvait pas. Ils ne faisaient plus semblant d'être mariés, mais leur lien s'était approfondi en quelque chose d'aussi fort, des survivants de la même tempête, des gardiens du même enfant. Lily s'est améliorée rapidement une fois la voie intraveineuse contaminée retirée. Sa fièvre a disparu en quelques heures. Sa fonction organique s'est normalisée. Dès le deuxième jour, elle était assise, posant des questions, voulant voir Ghost. John a roulé son lit dans le débarras. Au moment où Lily a vu Ghost, son visage s'est transformé. Le loup a levé la tête, la queue remuant malgré une douleur évidente, et qu'a émis un son qui était à moitié gémissement, à moitié salutation. Puis-je le toucher? Lily s'esquit doucement. John a dit qu'il guérissait encore. Lily a tendu la main, sa petite main reposant sur la tête de Ghost. Le loup s'est blotti contre son contact, les yeux se fermant, la tension quittant enfin son corps pour la première fois depuis qu'il avait traversé cette fenêtre. Ghost s'est autorisé à se reposer. « Merci de m'avoir sauvé, » a murmuré Lily. « Papa serait fier de toi. » Sarah s'est détournée, les épaules tremblantes. Robert a passé son bras autour d'elle et cette fois, elle s'est blottie contre lui, se laissant tenir. L'enquête a progressé rapidement. Une fois les preuves de Michael déclassifiées, les dossiers contenaient des années de documentation, d'emails, de dossiers financiers, de données d'essais cliniques falsifiées. Harrison Blackwell n'était pas un acteur isolé. Il faisait partie d'un réseau au sein de Biogenix qui privilégiait les profits à la sécurité, qui avait sciemment distribué des produits contaminés pour maximiser les retours avant que les rappels ne deviennent nécessaires. Le cours de l'action de l'entreprise a chuté. Le SCCL a démissionné. Des enquêteurs fédéraux sont descendus sur leurs installations comme des sauterelles. À la fin de la première semaine, 12 dirigeants faisaient face à des accusations criminelles. À la fin du premier mois, Biogenix Pharmaceuticals avait déposé le bilan. Mais le chiffre qui importait le plus à Robert était différent. 2,3 millions de dollars. Le fonds d'indemnisation des victimes établi dans le cadre du règlement de Biogenix a été versé aux familles touchées par la faute de l'entreprise. La mort de Michael, désormais officiellement qualifiée d'homicide, était qualifiée, tout comme l'empoisonnement de Lily. 2,3 millions de dollars, assez pour effacer des dettes, assez pour recommencer, assez pour honorer la mémoire de Michael en vivant la vie qu'il avait voulu pour eux. Le procès de Harrison Blackwell a duré 6 semaines. L'accusation a présenté des preuves accablantes. Le témoignage vidéo de Michael, les poches IV contaminées, le schéma des décès dans ses essais cliniques, 12 enfants sur 5 ans, tous avec la même sensibilité aux conservateurs, tous inscrits dans des études qui nécessitaient des fluides IV, tous morts tout en contribuant à des données de recherche qui enrichissaient Blackwell et Biogenix. La défense a essayé de plaider une capacité diminuée due au chagrin suite à la mort d'Emily, mais le témoignage de John a détruit ce récit. Il a décrit avoir trouvé les dossiers médicaux d'Emily dans les dossiers de Blackwell. La preuve que le docteur avait délibérément induit la réaction au conservateur chez sa propre fille, convaincu de pouvoir la guérir, prêt à la sacrifier pour prouver la justesse de ses théories. Le jury a délibéré pendant 3 heures, coupable de tous les chefs d'accusation, 12 chefs d'homicide involontaire, un chef de meurtre au premier degré pour Michael Thompson, 23 ans à perpétuité. Sarah est assistée à la condamnation. Robert est resté à la maison avec Lily et Ghost. Quand Sarah est revenue, elle a seulement dit
C'est fini. Michael peut maintenant reposer en paix. 3 mois plus tard, la famille Thompson, ne se cachant plus, ne faisant plus semblant, a emménagé dans une maison à la périphérie de Fairbanks. Pas une cabane cette fois, mais une vraie maison avec isolation et chauffage fiable et assez de pièces pour tout le monde, y compris une grande chambre au rez-de-chaussée, convertie en un espace pour Ghost. Le loup était complètement guéri à ce moment-là, bien qu'il boitait légèrement de l'épaule blessée. Le vétérinaire qu'ils avaient consulté a dit que Ghost aurait toujours une mobilité limitée dans cette patte, mais cela ne semblait pas gêner l'animal. Ghost se déplaçait dans la maison comme un gardien silencieux. Jamais loin de Lily, toujours conscient de son emplacement. L'État leur a accordé une permission spéciale de garder Ghost. Techniquement, c'était toujours un animal sauvage protégé par les lois sur la faune de l'Alaska, mais l'affaire avait fait les nouvelles nationales. Le loup qui avait traversé un blizzard pour sauver une enfant mourante. L'opinion publique était massivement en faveur de la famille gardant son protecteur. Le gouverneur lui-même a signé la dérogation. La vie a trouvé un rythme. Sarah s'est inscrite à l'école d'infirmière, déterminée à honorer Michael et John en apprenant à guérir plutôt qu'à simplement survivre. Robert a pris un poste d'enseignant à l'université, formant la prochaine génération d'ingénieurs en éthique et responsabilité d'entreprise. Lily est retournée à l'école où ses camarades de classe étaient à la fois fascinés et terrifiés par le fait qu'elle vivait avec un loup. Mais la vraie guérison s'est produite dans des moments plus petits. Sarah enseignant à Lily à faire les cookies préférés de Michael, racontant des histoires sur l'enfance de son frère, Robert et Ghost assis ensemble sur le porche à l'aube. Deux créatures qui avaient toutes deux été façonnées par Biogenics, trouvant la paix dans un silence partagé. Lily lisant à voix haute à Ghost ses livres préférés, la tête du loup reposant sur ses genoux, tous deux contentes, John Matthews rendait visite souvent. Il avait été appelé à témoigner à de multiples procès. Son passé chez Biogenics examiné et finalement pardonné à la lumière de sa dénonciation. Le conseil médical l'a acquitté de tout acte répréhensible. Plus important encore, il s'était acquitté de sa culpabilité. Finalement capable de se regarder dans le miroir sans voir le jeune homme qui avait maintenu des animaux pendant qu'il souffrait. Un soir de début de printemps, alors que les jours s'allongeaient enfin et que la neige commençait à fondre, la famille s'est réunie sur la tombe de Michael. C'était dans un petit cimetière à l'extérieur de Fairbanks, marqué maintenant d'une pierre tombale appropriée que Sarah avait commandée. L'inscription disait « Michael Thompson, père et frère aimant. Son courage a sauvé des vies. Ils ont apporté des fleurs. Ils ont apporté des photographies. Lily a apporté un dessin qu'elle avait fait de Ghost, qu'elle a glissé contre la pierre tombale. « Je pense que papa peut nous voir, » a dit Lily. Elle avait grandi en 3 mois, non plus l'enfant fragile du lit d'hôpital. Je pense qu'il est heureux que nous soyons ensemble. Je sais qu'il l'est, a dit Sarah, serrant sa nièce contre elle, ne cachant plus la relation, laissant Lily connaître la vérité sur d'où elle venait, à qui elle appartenait. Ghost s'est assis à côté de la tombe, parfaitement immobile, la tête inclinée comme s'il écoutait quelque chose que seul lui pouvait entendre. Puis il a levé son museau et a hurlé. Pas le son désespéré et douloureux de l'hôpital, mais quelque chose de différent. Quelque chose qui sonnait comme une reconnaissance, comme une salutation, comme un retour à la maison. Le hurlement a résonné à travers le cimetière, à travers la forêt qui s'éveillait, à travers le paysage que Michael avait aimé. Et juste pour un instant, Robert aurait juré entendre une réponse. Pas réelle peut-être, juste un souvenir et un désir, et le vent à travers les pins. Mais assez réels, ils sont restés ensemble au coucher du soleil, peignant le ciel de nuances d'or et de cramoisie. Une famille forgée non seulement par le sang, mais par le sacrifice, par la loyauté, par l'amour qui transcende la mort. Sarah et Robert de chaque côté de Lily. Ghost pressé contre ses jambes, tous faisant face à la tombe de l'homme qui avait mis tout en mouvement. Quand il pleut, il verse.
a dit Sarah doucement, faisant écho aux mots qu'elle avait prononcés à l'hôpital. Mais il ne pleut pas pour toujours. Le bon Dieu ne vous donne pas plus que ce que vous pouvez gérer. Et chaque chien a son jour, a ajouté Robert, souriant à Ghost, ou Lou dans ce cas. Lily l'a regardé, confuse par les vieilles expressions. Puis elle a haussé les épaules et s'est tournée vers la tombe. « Je t'aime, papa. Merci d'avoir envoyé Ghost. Merci de nous protéger même quand tu ne pouvais pas être ici. » Alors qu'il retournait à la voiture, Ghost s'est arrêté à l'entrée du cimetière, a regardé une fois la tombe de Michael, les oreilles en avant, la queue haute. Puis il s'est tourné et a suivi Lily, fidèle jusqu'à la mort et au-delà, remplissant une promesse faite il y a 4 ans par un homme mourant qui aimait sa fille plus que la vie elle-même. Les aurores boréales ont commencé leur danse nocturne à travers le ciel, des rubans verts et dorés scintillant contre l'obscurité. La magie de l'Alaska, sauvage et belle et éternelle. Tout comme le lien entre un père et une fille, tout comme la loyauté d'un loup, tout comme l'amour qui refuse de mourir. Cette histoire nous rappelle que la force la plus puissante dans nos vies n'est ni la médecine ni l'argent. C'est l'amour qui refuse d'abandonner. Michael savait qu'il était en train de mourir. Il pas mourir, mais il n'a pas abandonné. Il a entraîné Ghost à protéger Lily parce que l'amour d'un père ne se termine pas avec son dernier souffle. Combien d'entre nous ont des personnes dans leur vie qui nous ont protégés même après leur départ? C'était peut-être un parent qui vous a enseigné des valeurs qui vous guident encore. C'était peut-être un ami dont les paroles résonnent dans vos moments les plus difficiles. C'était peut-être quelqu'un qui a cru en vous quand personne d'autre ne l'a fait. Nous vivons dans un monde qui nous dit de passer à autre chose, d'oublier, de laisser partir. Mais certains liens sont destinés à durer pour toujours. Sarah et Robert auraient pu s'éloigner l'un de l'autre après la mort de Michael, mais ils ont choisi la famille. Ghost aurait pu rester dans la nature, mais la loyauté l'a rappelé à travers un blizzard. Parfois, le plus grand cadeau que nous faisons n'est pas ce que nous faisons pendant que nous sommes présents. C'est ce que nous mettons en mouvement avant de partir. Voici ce que je veux vous demander. Qui dans votre vie était votre fantôme? Celui qui s'est montré quand vous en aviez le plus besoin? Et la vie de qui protégez-vous en ce moment? Même s'il ne le réalise pas. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre histoire. Vos mots pourraient être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Ne vous retenez pas. Honorons les personnes qui nous ont sauvés en nous souvenant d'elles avoir